Ça sert à rien d'essayer de trouver mon adresse, je les ai pas en France. Quelle est la position de YouTube dans la stratégie? Les politiques dirigent le monde comme ça, les grands entrepreneurs aussi. Il a 22 ans, il fait machin 3 millions d'euros par an. Est-ce que tu prends quand même un petit peu de plaisir à créer du contenu sur YouTube? Donc c'est sûr que si tu fais des shorts sur Instagram de 30 secondes, il va falloir beaucoup de shorts pour convertir une personne. Logiquement, tu sais faire une vidéo YouTube de 10 minutes, t'as juste à compiler 10 vidéos Insta, quoi. YouTube, ça doit être un besoin prioritaire. À quel point j'ai envie de le faire intrinsèquement de par la personne que je suis? Oussama Hamar m'a beaucoup aidé. La vidéo qui m'a rapporté le plus, c'est en l'occurrence l'analyse de... Générer des millions d'euros, avoir des galères, acheter des supercars, renvoyer machin, truc. Que moi, l'avenir de YouTube, c'est... Aujourd'hui, on reçoit Mathis Chloé, ça fait plaisir. Merci de te rendre disponible pour ce podcast. Aujourd'hui, on va discuter de pas mal de choses, de YouTube évidemment, de business, de création de contenu. Mais j'aimerais commencer par un point. Je sais qu'on a une passion. Alors, je sais pas si toi, tu le qualifierais de passion, mais quelque chose, un point d'intérêt commun qui est tout simplement les montres. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? C'est vrai que c'est bizarre de commencer un podcast comme ça, mais de la réelle curiosité. C'est vrai que c'est un bon point. J'ai pas mal de montres et j'en parle pas du tout. Autant les voitures, j'en parle, autant les montres, j'en parle pas du Ouais. tout. Là, c'est une Datejust très classique. C'est un Yes. modèle, c'est le modèle de base à 10 000 balles, mais c'est vrai que je les trouve très agréables parce que moi, j'ai des poignets qui sont très fins. Donc J'ai le même problème. voilà, j'ai les poignets qui sont extrêmement fins et je trouve que c'est vraiment très agréable à porter. Les montres, c'est un peu chiant sur des modèles, par exemple, j'ai une Aquanaut, de couper le plastique. Quand tu as les Ouais. poignets qui gonflent un peu en été et que, parce que, il fait chaud et que tu as voilà, enfin, tu vois, c'est toujours compliqué d'adapter. Mais c'est ce modèle-là, en plus, tu as un petit cran, tu sais? Dans les Ouais, ouais, montres, tu ouais. as une espèce de cran là que tu peux enlever, tu peux tirer ici comme Ouais. ça et du coup, ça permet d'agrandir légèrement le bracelet quand effectivement tu as les poignets qui gonflent. Du coup, il fait que voilà, c'est beaucoup plus, mobile. Donc non, franchement, c'est un modèle que j'adore. Tu as quoi toi comme, modèle? Alors, j'ai quelque chose qui peut se rapprocher, mais c'est pas Rolex du coup. Là, c'est, une Tudor 72033, Et tu dors aussi. heu, de 97 et donc c'était à l'époque où tu sais, ils partageaient un petit peu, les pièces. Donc par exemple, les métaux précieux, tu vois? Sur cette montre, la couronne, la lunette, bah, du coup, venaient de Rolex. Donc, pour le côté historique, j'aime bien, il y a les petits, logos Rolex dessus et cetera. Ah, c'est dingue, Mais, je c'est savais une pas du gamme tout de ça. prix assez différente. Ah, j'étais pas du tout au courant. Je savais pas, incroyable. Ouais, c'est ça. Donc tu portes, c'est celle que tu portes le plus aujourd'hui, la Non, Datejust, tu j'aime vas souvent bien, avec? porter la Patek aussi, après j'ai d'autres modèles, j'ai une AP, j'en ai d'autres. Mmh. Après la France, c'est, je les porte évidemment pas en France. Ça sert à rien d'essayer de trouver mon adresse, je les ai pas en France. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important à dire. C'est quelque chose de triste, mais c'est la réalité. Bon, ça, c'était pour la petite parenthèse passion horlogerie. Hem, Maintenant, j'aimerais discuter un petit peu plus de toi, ton business, de ta création de contenu et cetera. Mais je pense que pour ne mettre de côté personne, si tu pouvais te représenter en 1-2 phrases, parce que je pense que quand même les gens qui regardent ça aujourd'hui te connaissent, mais histoire de remettre dans le contexte. Bien sûr. Alors, moi, donc, je m'appelle Mathis Chloé, j'ai 22 ans, je fais du marketing depuis 5 ans. Je suis expatrié à Dubaï depuis mes 17 ans quasiment, enfin, oui, pas depuis mes 17 ans, depuis 5 ans quasiment et depuis mes 17 ans. J'ai commencé par le copywriting, puis j'ai une première agence qui s'appelle Business Crib, puis une évolution de celle-ci avec des associés et ensuite j'ai eu TheEcosystem.io que j'ai toujours aujourd'hui, qui est un accompagnement slash portfolio pour des business étiquettes, donc des business d'accompagnement, d'infoproduits, d'agences, de services et cetera en ligne. Voilà, je suis vraiment un passionné de marketing, passionné de process, de stratégie. Mmh. Et aujourd'hui, je commence progressivement à prendre des parts dans différentes boîtes, plus élargies que le business en ligne. Mais voilà, OK, donc de par, Archimède Capital, si je me trompe pas? de par Archimède Capital et puis une association que j'ai faite typiquement avec une boîte en présentiel et en physique qui est en Europe, notamment là récemment. Hem, OK. je me teste à différentes choses parce que j'ai aussi envie de pas de me prouver, mais de montrer que je suis capable de faire, autre chose que ça. On va voir, peut-être que j'en suis pas Mmh. capable tout de suite et que ça me prendra plusieurs années. Mais du coup, je Mmh. suis en train de m'amuser sur, l'avantage de la personal brand, ça c'est génial. Alors on parlera peut-être de YouTube aujourd'hui, j'imagine. Oui, Voilà. un petit peu. Mais l'avantage de ces personal brand là, c'est que du coup, ça m'ouvre des horizons assez énormes avec des Ouais. entrepreneurs qui vont, du business en ligne au business physique, à la finance, à plein de choses. Et ça me permet d'avoir des opportunités pro que j'aurais pas eu, avant et donc j'ai des personnes qui me proposent de rentrer au capital sur des boîtes, alors je dis non tout le temps. Là, je suis à la recherche d'un SaaS sur lequel rentrer au Mmh. capital, mais je suis rentré au capital d'une boîte en physique, en présentiel, qui est assez intéressante, dont je parlerai dans, je sais pas, peut-être 1 an ou 2 et OK. sur laquelle on essaie de mettre en place des stratégies qui s'apparentent au marketing en ligne pour voir si on est capable de la scaler. OK. Et vu que c'est vrai que moi je me suis toujours revendiqué pardon, comme n'étant pas, sur le créneau des, entreprises physiques, parce Mmh. que je n'ai pas fait, je sais pas faire. Donc j'essaye et je vois si, c'est quelque chose que j'arrive à faire à répétition. OK. OK, OK. Archi intéressant. Est-ce que tu as,
networker dans le premier sens du terme, c'est-à-dire envoyer des messages aux gens pour connecter avec, ou alors est-ce que le réseau que tu te constitues aujourd'hui, tes opportunités, etc., vient quand même principalement donc de ta personal brand, comme tu as pu le mentionner, et de ton contenu de manière un peu plus générale? Je dirais que la majorité de mon réseau, je l'ai fait en networkant au début, Ok. parce que du coup, j'ai trouvé plein de gens, qui m'ont permis d'avancer et cetera. Mhm. Mais aujourd'hui, j'aurais la capacité de faire 100 fois plus de réseau, de networking, mais je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Et en fait, c'est toujours comme ça, c'est globalement, enfin, c'est toujours comme ça, oui et non. Je pense que chaque entrepreneur a des périodes dans sa vie où il a plus de temps à accorder aux autres, et d'autres non. Mais Mhm. évidemment que la personal brand, c'est le meilleur moyen de networker, parce qu'en fait, quand tu crées de la valeur et que tu es visible à travers ça, les gens veulent connecter avec toi parce qu'ils veulent, c'est normal et c'est complètement, logique qu'ils souhaitent avoir effectivement, une interaction avec toi, ils sont intéressés pour pouvoir connecter et cetera. Mhm. Maintenant, est-ce que pour autant tu as le temps de faire le tri, de regarder, enfin, tu vois, qui peut être pertinent ou pas? Pas forcément. Et donc, si tu es dans une démarche de networking, évidemment que c'est super intéressant la personal brand, il y a pas mieux que ça. Hem, mais voilà, en fait, oui, c'est ça, c'est les gens qui veulent, qui me disent: «Oui, mais comment est-ce qu'on fait pour networker, pour trouver du monde?» Juste crée du contenu, en fait. Les gens vont Mhm. venir à toi. Ouais, 100%. 100%, bah, c'est une question que j'avais payé Jordan Welch, c'est pour discuter avec lui, et je lui Ouais. avais posé cette question aussi et il m'a dit, à un certain level, d'entrepreneuriat, alors dans l'infoproduit et cetera, on s'entend, hein, il y a des entrepreneurs qui networkent pas forcément de cette manière, mais à un certain level, il m'a dit: «Plus personne ne network sans avoir vu le contenu de quelqu'un», en fait. C'est un peu la première étape de: «Ah OK, lui, il fait du contenu banger, j'aime bien ce Ouais, qu'il fait, je vais lui c'est vrai. envoyer un message et pourquoi pas discuter». Donc c'est intéressant, et au-delà de ça, tu trouves que c'est, pour ramener évidemment un petit peu vers YouTube, tu trouves que c'est quelle plateforme qui, t'a permis des connexions, ou en tout cas les connexions les plus intéressantes? Mmh, Potentiellement que la moi, réponse je c'est dirais Insta quand même. Instagram et YouTube. YouTube parce que c'est le format long et Instagram parce Mmh. que c'est ce qui permet vraiment de connecter à fond. Et honnêtement, je pense que c'est ces 2 plateformes-là, plus que LinkedIn, plus que tout le reste. YouTube et Instagram me connecter, heu, c'est juste méga puissant. Toi, je sais que tu fais du contenu sur les 2. C'est quoi toi ton avis là-dessus? Ça m'intéresse. Bizarrement, ouais, je répondrais quand même aussi plus, Insta. En tout cas, à une échelle, de temps, court ou moyen. Pour le moment, tu vois, j'ai pas, développé de brand hyper puissante, en tout cas dans le secteur-là, sur YouTube. Donc j'ai pas encore les retombées d'avoir des gros profils, qui contactent suite au contenu et cetera. Donc Insta, c'est vrai que c'est un petit peu p la chose la plus rapide. C'est là où on va pouvoir voir aussi un petit peu de lifestyle, hein. Sur ton Insta, par exemple, on va comprendre un petit peu, OK, le mode de vie que tu as. Ça peut être intéressant aussi en termes de networking. Donc ouais, je te rejoins aussi sur ce côté Insta, et sur le côté LinkedIn. Bon, c'est vrai que j'ai pas énormément d'expérience sur LinkedIn, mais j'ai l'impression que ça sonne un peu plus fake quand même. Les relations Ouais. sur LinkedIn, c'est très, bon, on va rester poli, mais on se comprend là-dessus, quoi, sur les relations qu'il y a sur LinkedIn. Ouais. Donc ouais, plutôt d'accord. Hem, j'ai vu aussi, là, on est dans une période où tu as lancé une nouvelle chaîne YouTube, qui me parle bien. Mmh. Je sais pas à quel point tu veux en parler, ou tu peux en parler de ta strat que tu as mis derrière ça. À quel point il y a une stratégie même, ce serait intéressant d'en discuter. Alors, en fait, le stratégie derrière, je pense que tu parles de la format RAW, la chaîne YouTube, Ouais, exactement. OK, super. Hem, je me suis posé la question de savoir, alors déjà, je sais que c'est des trucs qui se font aux US, de plus en plus, et donc ouais, j'ai vu en fait effectivement Iman, Tony Robbins, d'autres sortir effectivement des chaînes RAW, et je me suis dit: «Moi, il y a plein de trucs que je pourrais sortir». En fait, je porte beaucoup d'attention à sortir mes formats sur YouTube de manière à ce que ça soit très travaillé, à ce que ça soit, vraiment très avancé. Je passe beaucoup de temps sur chacune des vidéos, parfois même trop de temps par rapport à en réalité ce que je devrais faire, tu vois? Par rapport au ratio préparer, sortir une vidéo, et je peux parler de mon sujet pendant des minutes sans avoir de cut parce que c'est ce qui me passionne, et je pense que n'importe qui est passionné par son sujet pourra t'en parler, pendant des heures, en monologue, et apporter de la valeur sur ce sujet-là parce qu'en fait, il fait que ça de sa vie. Et donc je me suis dit: «Ça me coûte rien». Parce qu'en fait, j'ai pas de miniature, j'ai pas de montage, c'est juste je tourne et j'upload. Ça va me coûter 30 minutes dans la semaine. Donc dans la Mmh. semaine, ça me fait 5 minutes par jour. Allez, 3 vidéos de 10 minutes, ça va me coûter 30 minutes, 5 minutes par jour pour faire une chaîne YouTube supplémentaire qui va peut-être flopper, peut-être. Mais dans ces cas-là, personne la verra. Donc c'est pas grave, on s'en fout, test. Et peut-être qu'il va très bien marcher, qu'il y aura des vidéos qui vont rapporter des dizaines de milliers de vues sur des personnes qualifiées, parce qu'en fait, c'est pas une chaîne où je vais montrer du lifestyle, c'est une chaîne où je vais partager de la valeur. Bah, tu les as vues sur les 2 vidéos peut-être, où je vais Mmh. vraiment juste éviter de ce que moi je connais
de mes expériences avec une connexion plus raw, je peux dire des choses où je peux me lâcher un peu plus, entre guillemets. Et donc, ça me permet de connecter une partie de mon audience aussi beaucoup plus rapidement que sur ma chaîne principale où je vais vraiment être là pour avoir des formats très, très établis qui sont encore plus travaillés, encore mieux, je trouve. Il y a plus Mmh. de temps, il y a plus de travail de fond, il y a plus de brainstorming derrière sur comment est-ce qu'on va justement enseigner cette leçon-là à notre cible. Mais sur la chaîne RAW, je m'amuse et puis ça me prend pas de temps. Donc en fait, c'est plutôt pourquoi pas. En fait, la réflexion derrière ça, c'est pourquoi pas. Ça fait parallèle à quelque chose que j'aime bien dire à des gens que je peux avoir en call ou que je peux accompagner, c'est que dans un premier temps, la création de contenu, spécialement sur YouTube, j'aime bien, tu sais, on connaît tous le MVP, Minimum Viable Product. J'aime bien implémenter un concept que j'aime bien appeler le Minimum Viable Effort. Donc l'effort minimum viable pour avoir justement cette longévité de chaîne YouTube. Et j'aime bien aussi cette réflexion de, ouais, pourquoi pas le faire, en l'occurrence sur cette chaîne. Et maintenant, pourquoi tu différencies chaque chaîne YouTube? Ça peut être une question bête, mais C'est une très bonne j'aimerais bien question. En voir. fait, je pense que moi, l'avenir de YouTube, c'est des chaînes ultra nichées. Et c'est pour ça, je pense aussi que YouTube a sorti le principe de collaboration. Alors, c'est très intéressant parce que typiquement, ce podcast, il sera en collaboration sur ma chaîne principale. Donc, super intéressant parce qu'on mixe nos deux chaînes, ça t'apporte du trafic, moi aussi, on mixe. Mais je pense qu'il y a un intérêt encore plus intéressant à mixer ces chaînes entre ses propres chaînes, en fait, faire des collaborations entre ses propres chaînes. Moi, j'ai 4 chaînes YouTube. Ma chaîne Mmh. principale pour la partie expertise, ma chaîne témoignage pour le contenu transformationnel, ma chaîne de podcast pour les chaînes, pour les parties dynamiques, donc collaboration, etc., inviter les invités. Donc, ça s'appelle le podcast du scale. On a reçu Tai Lopez, Ismaël ESN, Jamie Coleman, enfin, énormément de monde, tu vois. Mmh. Et on a maintenant cette quatrième chaîne, cette chaîne RAW. Et c'est un petit peu, si tu veux, comme sur Netflix. Je considère que chaque chaîne est une grande série de vidéos, une grande famille de vidéos. Et tu peux avoir envie de regarder du Mathis Clouet RAW sans te prendre la tête sur un miro très complexe qui va apporter beaucoup de valeur avec beaucoup d'étapes, mais sur lesquelles il va falloir honnêtement couper son téléphone, le mettre en mode avion et prendre des notes pour vraiment retirer Mmh. de la valeur. Et tu peux peut-être juste avoir envie d'avoir Mathis qui te parle pendant 10 minutes, 15 minutes sur un sujet qu'il a pu expérimenter, sur des erreurs que j'ai pu faire et qui du coup va être beaucoup plus chill. Tu peux avoir envie de se dire non, en fait, ce qu'il me dit, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, ça m'intéresse de l'avoir en podcast en train de discuter avec Tai Lopez parce que je trouve que c'est intéressant. J'aime bien Tai Lopez. J'ai envie de voir ce dont il discute parce que voilà, machin. Et tu peux aussi avoir envie d'être dans une démarche de dire, OK, j'ai vu tout ce qu'a fait Mathis sur les 6 derniers mois. J'ai envie de passer à l'action et de rentrer chez The Ecosystem. Euh, Qu'est-ce qu'en disent les clients et d'aller voir sur la chaîne témoignage. Mmh. Et donc en fait, ces différentes chaînes, j'ai pas envie que ça se pollue pour la simple et bonne raison que j'ai envie de pouvoir poster tellement de volume sur YouTube dans les prochains mois que si je poste tout sur la même chaîne, on va plus s'en sortir. L'algorithme, à mon avis, va pénaliser mes vidéos. J'ai pas envie de pouvoir sortir, tu vois, idéalement, je vais pouvoir sortir 2 vidéos de témoignages par jour sur ma chaîne. OK. Comment est-ce qu'on fait? Si je dois sortir 2 vidéos par semaine sur ma chaîne d'expertise, une vidéo RAW, 2 chaînes témoignages et puis 3 podcasts par semaine, parce que j'ai envie de sortir 3 podcasts par semaine. Ça fait plus d'une Mmh. vidéo par jour. On Mmh. s'en sort pas. Ouais, ouais. C'est brouillon. L'algorithme n'a pas envie et elle peut pas tout mettre en avant. Il vaut mieux avoir plusieurs chaînes pour que je puisse être présent sur la page de présentation YouTube, qu'il y ait du Mathis Clouet partout, par les Mmh. 4 chaînes ou par les 2 autres que je vais créer avec des thèmes différents et qu'en fait, quand tu ouvres YouTube, sur tes 12 vidéos de présentation, tu en aies 4 qui appartiennent à mon écosystème. Donc c'est aussi dans une réflexion d'augmenter les points de contact. Tu as mentionné énormément de quantité de production. Qu'est-ce que tu penses du volume, toi, principalement sur YouTube? Bah, en fait, le volume pour moi, il est pertinent à partir du moment où tu fais de la qualité sur YouTube. Ouais, on est d'accord. C'est évidemment le cas sur toutes les autres plateformes. Tu vas me dire: «Oui, mais merci, si tu fais du volume et que tu fais de la merde sur Instagram, ça va pas marcher non plus», certes. Mmh. Maintenant, YouTube, c'est quand même du format long, hem et c'est quand même différent. C'est différent parce que, à mon sens, et c'est mon avis encore une fois, la rétention est plus importante sur YouTube que sur tous les n'importe quel autre réseau. C'est-à-dire que la courbe de rétention va vraiment jouer sur l'exposition de ta vidéo, l'exposition de ta chaîne et cetera. Et donc, les chaînes qui marchent très, très bien sont celles qui font et du volume et de la qualité. MrBeast, Mmh. c'est un exemple très clair. Il fait des vidéos d'une qualité exceptionnelle, avec des sujets exceptionnels, en grande quantité, ça marche très bien. Mmh. Hem, donc voilà, moi je dirais ça comme ça. OK, donc c'est quelque chose que tu as envie d'aller chercher. Qu'est-ce qui fait, heu
J'allais poser une question un petit peu type closing, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as pas justement cette quantité de Une production? excellente question. En fait, on a restructuré la boîte là depuis quelques mois. On Ouais. a drastiquement augmenté le volume sur LinkedIn. On a drastiquement augmenté le volume sur Instagram. Tu as dû voir passer. On a, recruté plein d'autres gens sur, les équipes partout. On a modifié le produit, on a fait plein de trucs avec, notamment beaucoup de choses au niveau de l'IA qui arrive et cetera et c'est juste une question d'organisation de ma part. LinkedIn, c'est check. La team et les recrutements, c'est check. Instagram, c'est check. YouTube, c'est Ouais. ma ligne de mire pour les 4 prochaines semaines et Mmh. on peut se reparler, se refaire un podcast dans 4 semaines, tu verras que ça sera différent. OK, bah, trop bien et ça soulève un point que je valide de 100. C'est faites une chose à la fois, essaye pas de partir sur YouTube si tu as pas validé, autre chose avant. Si tu cherches du client, rapidement, c'est pas forcément la meilleure idée de focus all-in sur YouTube dès le départ. Mmh. Donc ouais, 100 et en termes de tu as parlé de vidéos très travaillées sur ta chaîne principale et cetera. Donc là-dessus, il y a vraiment, tout un gros sujet. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en profondeur sur, comment tu travailles tout simplement sur ces vidéos. Quelles sont, tes techniques, que ce soit d'idéation, quelles sont tes techniques de En fait, rétention? Je sais ouais, pas si tu avais vu, j'avais fait une vidéo assez longue là-dessus où je suis vraiment rentré dans les détails pendant 30 minutes sur toute ta strat YouTube. j'ai pas Mais, vu. bah, j'ai envie de tant mieux alors. J'ai envie de OK. l'avoir de ta bouche pour voir si j'étais complètement à côté de la plaque ou pas, quoi. Alors, moi, ma strat YouTube, si on parle en macro, ça va être toujours les 5 piliers. C'est-à-dire que moi, j'ai l'offre, l'acquisition, la vente, les opérations, le recrutement. C'est les 5 piliers, les 5 sujets pour lesquels nos clients viennent nous voir. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle, on va faire ce contenu autour de ces sujets-là. Et sous chacun des piliers, il va y avoir des sous-piliers. Par exemple, l'acquisition, on va traiter du setting, mais on va traiter aussi de YouTube, purement de YouTube, puis aussi de LinkedIn, mais aussi de la stratégie en organique. Et donc, je vais avoir des vidéos qui vont être sous des sous-branches des grandes branches. Mmh. Ensuite, en interne sur une propre vidéo, je vais avoir la partie introduction, la partie CTA et la partie Hook Retain Reward. La partie introduction, j'ai toujours respecté la règle des 4 P, les 4 P de Hormozy que je fais depuis le début de ma chaîne. C'est preuve, promesse, plan, payoff. Preuve, et je commence en disant j'ai généré plus de 200, 2000 euros, 500 en l'espace de 30 jours. Et je peux vous faire la promesse qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez vous aussi mettre en place les stratégies que j'ai pu utiliser sur les 30 derniers jours pour réussir. Et donc là, je parle de la promesse. Mmh. Ensuite, plan, durant cette vidéo, nous allons commencer par voir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et payoff, à la fin de cette vidéo, je peux vous assurer que votre vie ne sera complètement pas la même. Et là, donc, enfin, complètement différente plutôt que pas la même. Et là, il y a un payoff avec l'état dans lequel ils vont être à la fin de cette vidéo, ce qu'ils vont obtenir et ce qu'ils vont devenir. C'est très différent. Mmh. Et ensuite, il va y avoir dans cette vidéo-là plein de petits sujets qui vont amener à un grand sujet. J'ai remarqué que lorsque je faisais des très, très longs sujets, les gens restaient pas, la courbe de rétention s'effondrait, ce qui est normal. Enfin, en termes de moi, il y a pas de montage, il y a pas de sous-titres, il y a pas de cut. Mais c'est aussi fait exprès pour garder que les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je dis. Parce que je pourrais très bien payer un monteur 50 ou 200 balles, ça me coûterait rien pour la vidéo, comme je le fais sur l'introduction des podcasts, mais les podcasts ont pour objectif d'être plus mass market. Je pourrais très bien payer un monteur. Il y a plein de gens qui me disent: «Oui, mais tu pourrais augmenter la vue de tes rétentions de tes vidéos, machin». Mais je le fais pas parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont les personnes qui sont là uniquement pour mes propos et pas pour tout ce qu'il y a autour, pour la petite musique de fond et parce qu'ils se laissent bercer en mettant cette vidéo en fond d'autres choses. Je veux qu'une vidéo, de Mathis Clouet sur ma chaîne principale, ça soit super intéressant parce que tu es concentré, soit super chiant parce que c'est monotone, qu'il y a pas de musique, qu'il y a pas de cut et qu'il y a pas de sous-titres si tu la mets en fond. C'est soit l'un, soit Mmh. l'autre. Mais je veux pas avoir de touristes et donc c'est pour ça que je m'efforce de la rendre la plus brute possible. Hem et les gens, viennent me voir en DM en disant: «Ouais, mais tu pourrais faire beaucoup plus de montage». Oui, mais c'est pas l'objectif. Sur d'autres Mmh. chaînes, oui, pas sur celle-ci. Sachant que c'est encore une fois une espèce de bottom of the funnel de tous mes autres réseaux. Donc il y a aussi un intérêt qui n'est pas forcément de l'acquisition, mais qui est vraiment de conversion. Et à l'intérieur de ma vidéo, je vais faire Hook, Retain, Reward. Et donc, Hook, Retain, Reward, c'est quoi? C'est donc, je vais avoir plein de petits formats, plein de petits concepts, que ce soit vertical, en mind map ou de manière rectangulaire paysagiste. Enfin, en paysagiste, en format paysage. Le jardinier qui débarque. En Ouais. format paysage, avec plein de petits formats qui vont être directement, effectivement, assemblés pour arriver à un grand format. Je vais sauter d'un petit format à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, ce qui va me permettre de pouvoir faire des open loops au début de chacun de ces formats pour réenchaîner sur d'autres open loops. Et Mmh. entre ces formats, d'avoir des CTA vers directement notre appel de closing, session de roadmap, et cetera, pour voir si on est en mesure d'aider les personnes. Mmh. Ouais, 100. Du coup, tu décomposes en gros, parce que ça, c'est des objections que je peux avoir avec des gens qui hésitent à se lancer sur YouTube et qui pourtant font du contenu sur Insta Ouais. et là, tu donnes la réponse claire et nette, c'est si tu sais faire une vidéo Insta de 1 minute, logiquement, tu sais faire une vidéo, YouTube de 10 minutes, tu as juste à compiler 10 vidéos Insta, quoi. Bah, évidemment, Donc 100. Par 100%. contre, il y a un point où, alors oui, c'est la majorité de ce pourquoi on vient te voir, donc le propos. Tu as dit les gens, viennent pour le propos, mais
d'un point de vue extérieur et d'avoir analysé énormément donc de ce que tu appelles des value assets, de gens qui font des mind map Miro, et cetera, il y a quand même un point différenciant. Donc oui, il y a tes propos, il y a surtout le fait que tu parles de choses que toi, tu as faites, ça c'est hyper Oui, important. le Mais message il est y a plus important que le message. Ouais, 100%, mais il y a aussi un point qui, bloque énormément de gens qui, veulent se lancer, dans la création de contenu ou sur YouTube, pour faire la promotion de leur business, c'est être à l'aise à l'oral. Et toi, tu as une capacité oratoire qui est assez intéressante, le fait d'utiliser aussi des concepts marketing, de PNL, de choses comme ça, de manière, sans trop y réfléchir, j'ai l'impression dans ton oration. Est-ce que tu as toujours été à l'aise à l'oral comme ça ou c'est quelque chose que tu as développé? Ou est-ce que ça vient de l'écrit? Parce que je sais que tu étais dans le copywriting avant. Alors, je pense parce que moi, j'ai fait beaucoup de magie, de OK. l'illusionnisme, pas de la magie, magie noire, hein. J'étais pas un marabout, mais j'étais, dans une des seules, parce qu'il y avait 2 écoles de magie en France. Maintenant, il y en a plus qu'une. Il y avait une à Marseille à Marseille et une à Nantes. Et Tu as moi, fait j'ai une fait école? 4 ou 5 ans depuis mes Mmh. 8 ans dans une école de magie à OK. Nantes. Je faisais des représentations à 9-10 ans, associatives devant, jusqu'à Mmh 3 000 mh. personnes sur des places, à Nantes, à Angers, un peu partout et cetera. Heu, j'ai même fait des représentations dans des dîners francs-maçons, pour te dire. Parce qu'en fait, eux, ils payaient des prestataires, pour avoir une activité quoi, voilà. Mmh. Mais à la loge de Nantes, il y avait, un dîner franc-maçon, donc c'est des gens juste qui se réunissent pour parler, hein, fondamentalement, Oui, OK. c'est rien de plus que ça. Et on avait fait une représentation là-bas. Et du coup, voilà, je pense que ça peut provenir de ça parce que, j'ai appris à garder l'attention, m'exprimer en public, savoir gérer la pression, savoir parler lentement quand il le fallait, parler beaucoup plus vite, essayer de masquer des choses quand il fallait masquer des choses parce que quand tu fais un tour de magie, que tu te foires devant, des milliers de personnes, il faut savoir rebondir. Donc probablement que ça vient de ça et que ça m'a aidé effectivement dans, mon éducation, on va dire. OK. OK, ouais, donc c'est quelque chose qui est, pas inné, mais que tu as travaillé depuis le plus jeune âge. Donc aujourd'hui, tu peux te C'est permettre ça. d'arriver avec, des value assets de On va 20-30 dire que ça minutes même. voilà, ça on va dire que ça aide. Mmh. OK, parce que tu fais Mais ça se pas travaille, c'est vraiment comme de tout, cut. ça se travaille et les gens qui me disent effectivement, ou alors les gens qui pourraient dire: «Oui, moi j'ai pas cette élocution-là, ça va être beaucoup moins facile pour moi de créer des vidéos YouTube». Mais c'est pas créer des vidéos YouTube pour laquelle ça va être difficile pour toi. Ça va être difficile dans les deals, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, pour lever des fonds, si un jour tu as levé des fonds avec tes clients dans les appels de closing. C'est que, la question de l'élocution, elle est pas si c'était que pour YouTube, encore, j'ai envie de te dire. Mais la question de l'élocution, savoir communiquer, savoir se représenter en public et ouais, savoir, communiquer. À part si tu es vraiment un geek, moi je suis un geek, donc c'est pour ça que je peux dire ça, mais ça, si tu es vraiment un geek dans ta cave avec du Claude Code et que tu fais que de shipper des SaaS et que tu as un associé qui s'occupe du marketing et de, Mmh. tu vois? Et de mâcher son chewing-gum, OK. Mais globalement, n'importe quel entrepreneur doit savoir et doit s'efforcer de, hem mais moi le premier, hein, d'améliorer son art, oratoire, améliorer son élocution, enlever les hésitations, les mauvais mots de vocabulaire. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu diriges le monde, entre guillemets, c'est par la confiance. Les politiques Mmh. dirigent le monde comme ça, les grands entrepreneurs aussi, c'est par les deals, c'est par les donc il y a pas d'intérêt à ne pas savoir parler. Voilà, je pense qu'il y a pas de suite. Ouais, ouais, ben, je te rejoins 100% là-dessus, heu, parce que alors j'ai pas une élocution incroyable et cetera, mais je pars de très, très loin. Déjà, être incapable de parler à une caméra sans rougir, j'étais quelqu'un d'hyper timide et cetera et c'est plein de choses que j'ai pu développer de par la pratique tout simplement de commencer à parler à une caméra et j'aime bien souvent dire, en fait, on devrait à l'école avoir, une matière, bon, en l'occurrence, ça existe le théâtre, mais un truc obligatoire, ne serait-ce que de devoir parler à une caméra, ça nous apprend énormément à mieux communiquer et le plus important de ça, c'est regarder en fait après la vidéo et là, on se rend compte des tics de langage, de l'accent qu'on peut Ça, avoir, de c'est toutes vrai. ces choses-là. Donc pour moi, c'est quelque chose, oui, faire du contenu, il y a un but business, mais il y a un but aussi, bah, beaucoup plus global au sein de la vie, de toutes les choses que tu viens de citer. C'est que en apprenant à structurer tes idées, ne serait-ce que pour structurer une vidéo YouTube, à raconter des histoires, à être à l'aise face à la caméra, à savoir comment fonctionne, entre guillemets, pas en rentrant dans de la psychologie très compliquée, mais entre guillemets, comment fonctionne le cerveau de la personne qui va être en face de toi pour tirer, entre guillemets, à ton avantage des choses, c'est super intéressant, c'est super important, ouais. Mmh. Ouais, Pour 100. passer Pardon, Ouais, tu vas-y. avais quelque chose d'autre? Non, rien d'autre à ajouter. Pour passer à une autre question, du coup, YouTube, tu le mettrais comme un réseau social parmi ta stratégie
ou alors comme quelque chose d'un petit peu plus central où, avant tu as pu mentionner du bottom of funnel où tu vas ramener des gens. Enfin, quelle est la position de YouTube dans la stratégie? Même si c'est assez compliqué à traquer puisque il y a un effet ping-pong entre tous les réseaux, Bien mais sûr, il y a l'effet ping-pong, donc ça, c'est compliqué effectivement à traquer, mais YouTube, c'est central. Parce que sans YouTube, j'ai pas le temps d'exprimer et de développer mon propos et donc les gens ont pas le temps de m'accorder toute l'autorité et la crédibilité que je pourrais avoir dans un secteur particulier ou mon expertise, donc c'est central. Aujourd'hui, YouTube me sert à convertir, beaucoup plus rapidement. Nous, on a estimé avec les nouveaux Typeform qu'on a lors de l'onboarding des clients, qu'un client devient client chez nous à partir du moment où il a consommé en moyenne, je dis bien en moyenne, il y en a d'autres c'est beaucoup plus, d'autres beaucoup moins, 1h15 de mon contenu. Vraiment 1h15, total quoi. Donc c'est sûr que si tu fais des shorts sur Instagram de 30 secondes, il va falloir beaucoup de shorts pour convertir une personne. Mais si tu commences à faire des vidéos de 50 minutes et dont il en regarde 25%, 30% et qu'il en regarde 3 fois 30% de la vidéo, ça peut suffire à aller en appel et à prendre la décision. Hem, donc ça effectivement, c'est ce qu'on a traqué et c'est pour ça que YouTube aujourd'hui, c'est vraiment primordial parce que YouTube est finalement c'est le réseau social qui crée, je pense, le plus de confiance. Tout Mmh. simplement. Parce qu'on a le temps de passer du temps avec la personne, de comprendre ses propos, de pas avoir des shorts, des extraits coupés, des propos déformés ou d'être plus viral sur LinkedIn, plus viral sur Instagram parce qu'il faut être viral. YouTube, c'est un endroit où tu as le temps de développer, d'expliquer, de raisonner, de transmettre, heu, de faire des appels à l'action. Donc c'est vraiment primordial. Je suppose que tu as une vision quand même, sur, les 10-20 années à venir où YouTube, ça va quand même être quelque chose de très important. Moi, j'aime bien comparer ça avec, la mort de la télé. On voit qu'aux États-Unis, il me semble qu'il y a une stat de les télés Ouais, dans les foyers des gens sont plus utilisées pour consommer du YouTube que la ouais. télé. Donc posséder une chaîne YouTube, c'est comme posséder une chaîne de télé. Donc tu as aussi cette vision de OK, sur les années à venir, c'est ultra important et surtout, il y a pas de raison de ne pas le faire, de créer une audience YouTube et de rentrer limite dans leurs habitudes. Ouais, en fait, moi, je pense que YouTube, c'est le nouveau média, j'en suis absolument convaincu, mais c'est le nouveau média, hem enfin, c'est la nouvelle plateforme entre guillemets parce que, il y a des émissions qui vont revenir style télé mais sur YouTube et Mmh. oui, si je vais pareil sur un réseau social, c'est très fortement YouTube, c'est évident. Donc dans un monde où, tu as plus le droit de faire du marketing à droite à gauche, tu garderais potentiellement YouTube? Toujours. Toujours? Ah bah, évidemment. OK, YouTube, c'est j'aurai une chaîne YouTube, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. OK. Donc dans Ne 50 serait ans, ne on a serait-ce un que d'être vlog, ne serait-ce que pour être dans une démarche, quand tu es à la retraite, ouais. tu es dans une démarche juste de transmission sans rien vendre derrière. Tu tu t'ouvres une chaîne YouTube et tu donnes des conseils, sur, ta vie, tes erreurs, voilà. C'est Mmh. génial. Mmh. OK. Donc chaîne YouTube, toute ta vie, on aura peut-être le droit à Mathis Clouet en Chiron, à 75 ans, Évidemment, évidemment et vous allez avoir le droit à Machine Clouet, Mathis Clouet, qui monte des business physiques, Mathis Clouet qui monte des SaaS, Mathis Clouet qui mais vous allez vous en bouffer pendant 30 ans du Mathis Clouet et je documenterai mes erreurs, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas bien fait. Peut-être sortir une chaîne Ouais, podcast si ça intéresse les gens, podcast, vlog pardon, vlog, ouais. avec des nouveaux formats, des concepts, tu vois? Hem, enfin voilà, il y a tellement de trucs à faire. Est-ce que tu as, parce que tu parles de vlog, est-ce que tu as un plaisir? Est-ce que tu prends quand même un petit peu de plaisir à créer du contenu sur YouTube ou est-ce que c'est purement, justement stratégique de le faire? Non, je prends du plaisir honnêtement à le faire, je trouve ça génial, mais enfin, pour être 100% transparent, quand je m'attaque à une vidéo, par exemple la vidéo que j'ai faite 50 minutes, où j'avais Mmh, vraiment mis une semaine à raison de 4 heures par jour, je dirais, pas très réaliste, pendant 5 jours à faire une vidéo. Avant d'attaquer la vidéo, c'est un peu décourageant comme tu dis: «Oh tu prends ça un peu comme une corvée parce que franchement tu te dis: «Bon bah voilà». Mais au final, c'est une vidéo qui a fait 16 000 vues, heu, qui a énormément, heu, apporté de valeur sur le marché, qui a énormément rapporté d'argent aussi. mmh. Donc c'est des choses qu'il faut que je refasse. Mais voilà, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu décourageant de se dire: «Bon bah, faut que je fasse tout ce travail pour faire une vidéo». Mais bon, Mmh. c'est après tu en es fier. Merci de dire ça parce que, il y a réellement cette problématique aujourd'hui que je vois avec plein de monde et c'est important de revenir là-dessus, c'est que putain, ça prend du temps. Enfin, c'est quelque chose, Mmh. c'est «chronophage» entre guillemets, ça rapporte, sur du long terme, mais une vidéo qui fonctionne ou en tout cas qui va te rapporter ce que tu vas aller chercher, hein, que ce soit, des vues pour un créateur de contenu ou alors, du lead, Ouais. de réchauffer des leads et cetera pour un entrepreneur. Ça prend du temps, enfin, tu peux pas faire un value asset dont tu es fier et qui va, bien marcher en, 30 minutes, 1 heure. On est d'accord? Toi, tu passes beaucoup de temps sur la Ah oui, création d'un value asset?
Moi, je passe beaucoup de temps, mais encore une fois, c'est parce que c'est prioritaire. Mmh. C'est vital pour ton business. Les gens vont se dire: «Oui, mais est-ce que j'ai, vraiment, 3 heures à mettre pour la préparation de vidéo?» Oui. Pourquoi Mmh. est-ce que tu as 3 heures à mettre dans une presse? Parce que c'est prioritaire. Je pourrais aussi te dire que dormir 8 heures par jour, c'est une perte de temps. Ah bah non, c'est pas possible parce que c'est vital, c'est prioritaire, je peux pas ne pas dormir. Bah voilà. Mmh. Tu peux pas ne pas boire de l'eau, tu ne peux pas ne pas dormir. Mais en fait, c'est une question de choix. Peut-être que 500, 600, 700 € pour ton loyer, c'est cher en soi tous les mois. C'est un frais Mmh. important, hein. Si je te disais que Netflix, ça coûtait 700 € par mois, tu trouveras ça excessivement cher. Mais vu que c'est Mmh. pour te loger, c'est un besoin prioritaire. Pour ton Mmh. business, YouTube, ça doit être un besoin prioritaire que tu dois en tout cas reconsidérer comme prioritaire si tu le considères pas actuellement, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir créer, du marketing vraiment de grande qualité, parce que tu vas pouvoir en tirer plein d'autres choses. Et d'ailleurs, une vidéo YouTube va te permettre de créer des posts LinkedIn, des stories Instagram, des shorts. YouTube, c'est prioritaire. Enfin, quand tu bosses sur une vidéo YouTube, tu pars de réel Insta, de choses que tu as vues les dernières semaines, ou alors c'est vraiment ta vidéo YouTube qui va découler? Dans quel sens cette cascade, elle se fait? C'est, de ce que moi j'expérimente, en fait, c'est toujours, moi ce que je vis à travers mon business, à travers mes clients, que je OK. retranscris à l'écran depuis le jour 1 de ma chaîne YouTube que j'ai eu avec mes agences. C'est juste essayer d'être le plus authentique possible et le plus, vraiment Mmh. de transmettre ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de copies de value assets qui marchent pas du tout sur le marché. Et après, il y a certaines personnes, c'est rare, mais qui vont dire: «Oui, mais les value assets, ça marche pas, le mien a pas fait de vues». Oui, mais parce qu'en fait, ton contenu, il est fade. Tu reprends un contenu qui a été repris 2 fois, qui au final a été repris d'une de mes vidéos ou d'une vidéo de je sais pas qui est pour le coup vraiment inspiré de faits authentiques et réels. Mmh. Évidemment que ton contenu va pas marcher. Si c'est un contenu qui est remâché, qui est remâché, qui est remâché. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a mis beaucoup, beaucoup, d'acharnement sur sa chaîne à faire du contenu avec une expérience personnelle, en racontant ce qui a marché pour lui, ce qui a pas marché pour lui, en partageant son parcours en s'efforçant de donner de la valeur et qui n'a pas marché sur YouTube. Ça n'existe pas. Et il y a un Mmh. autre point, c'est que moi, lorsque j'ai commencé YouTube jusqu'à ma 10e vidéo, je faisais moins de 50 vues. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, vous prenez jusqu'à la 10e vidéo. Je crois que c'était une vidéo où j'ai fait, un truc où je dis genre j'ai fait 40 000 € en 48 heures ou en 24 heures, je sais plus. J'ai mis un screen de ma chaîne YouTube, j'ai 271 abonnés jusqu'à ma 10e vidéo. Et donc j'avais 50 personnes qui regardaient mes vidéos, voire moins pour certaines, mais j'étais très content qu'il y ait 40 personnes qui regardent mes vidéos parce que 40 personnes dans une salle d'audience, c'est juste énorme. Je savais pas si j'étais capable de refaire la même vidéo devant 40 vraies personnes. Et pourtant, Mmh. 40 personnes avaient vu ma vidéo, m'avaient vu moi. Et sur les impressions de la chaîne YouTube, c'était beaucoup plus parce que tu as toujours 5 fois plus d'impressions sur les pages YouTube en réalité. Donc, il faut aussi savoir remettre les choses dans leur contexte. Et c'est pour ça que des vidéos qui vont flopper, hein. Euh, je sais pas, je vais faire des podcasts sur le podcast du Scale. Mes épisodes font tous entre 5 et 9 000 vues. Génial. J'ai un épisode qui a fait 1 200 vues. Donc, quasiment 10 fois moins que mes meilleures vidéos. Mais encore une fois, c'est énorme, 1 200 vues. C'est comme sur ma nouvelle chaîne Raw, hem, ma dernière vidéo, elle a fait 700 vues, 750 vues. Donc j'ai sorti, il y a un jour. Sur ma chaîne principale, c'est 4 000, 5 000 vues. On pourrait se dire: bah, elle a floppé de ouf. 750 personnes. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 750 personnes? C'est l'opéra de ma ville d'enfance. Mmh. Enfin, tu vois? On se rend plus compte avec les réseaux sociaux et là où sur TikTok, les vues pourraient, effectivement être très décoré de la réalité, parce qu'en fait, les scrolls, ça va vite, les gens ne se souviennent pas. YouTube, c'est du contenu qui est intentionnel. Les gens choisissent de cliquer sur ta vidéo, c'est du format qui est long et qui scrolle pas comme ça, c'est pas du format short. Donc 750 vues de personnes qui ont fait le choix de cliquer sur ta vidéo délibérément sur un format long pour prendre de la valeur, sans cut, sans rien. Encore une fois, Mmh. c'est exceptionnel, c'est génial. Donc il faut aussi savoir se rappeler ça et pas être dans la recherche permanente des vanity metrics qui finalement n'apportent rien à part juste du découragement. Ouais, 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 c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est justement, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui, parce que la plateforme est construite comme ça, mais qui se découragent de par, des mauvaises statistiques, qui sont des mauvaises statistiques d'un point de vue créateur, mais pas forcément entrepreneur? Bah ouais, c'est ça. Bah, en fait, encore une fois, on est entrepreneur. Ce que vous cherchez, c'est pas des vues, c'est des clients. Ce que vous cherchez, c'est pas des opt-in, c'est des clients. Ce que vous cherchez, c'est pas des prospects, mais c'est des clients. Ce que vous cherchez, c'est pas des likes, mais c'est des clients. Ce que vous cherchez, c'est pas ouais, c'est pas des reposts sur LinkedIn, c'est des clients. Et gardez toujours ça en tête, c'est des clients. Donc, si une vidéo, moi, une des vidéos qui m'a rapporté le plus d'argent sur ma chaîne, c'est une des vidéos qui a pas fait enfin, qui a fait 2 ou 3 000 vues par rapport à d'autres qui ont super bien marché. C'est la vidéo avec Grant Cardone où j'explique l'écosystème de Grant Cardone. Sauf que personne n'avait Mmh. abordé le sujet en France
tout le monde, enfin en tout cas chez les entrepreneurs, se posait la question de comment est-ce qu'il fonctionnait au niveau de son rapport avec son hedge fund, et cetera. Ça m'a rapporté des profils qui m'ont payé jusqu'à 30 000 € des offres. Mmh. Et donc, juste avec cette vidéo, hein, mais passer extrêmement rapidement à l'action. Donc voilà. C'est marrant que ce soit la vidéo, ou en tout cas le type de vidéo qui t'ait rapporté le plus. Parce que j'ai pas posté énormément de vidéos pour le moment sur ma chaîne, je dois être à une vingtaine, mais la vidéo qui m'a rapporté le plus, c'est en l'occurrence l'analyse de ta stratégie YouTube où je rentre en profondeur Ouais. parce que personne ne l'avait analysé autant en profondeur. Donc c'est vrai que c'est marrant et c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent faire s'ils ne savent pas vraiment, comment démontrer leur valeur ou en l'occurrence qui n'ont pas forcément Mmh. des gros, cas clients. Ben, juste analyser quelqu'un de votre industrie. Tu prends quelqu'un que regarde ton avatar client, que connaît ton avatar client, tu, regardes sa stratégie, tu 200%. décortiques sa stratégie et let's go, quoi. Donc ouais, c'est plutôt marrant. 100%. Maintenant, il y en a qui vont parler de funnels très compliqués, vis-à-vis de YouTube et cetera. Quel est ton funnel avec YouTube? Est-ce que c'est simplement, renvoyer vers un call ou est-ce que de temps en temps tu vas collecter du mail? Est-ce que tu vas renvoyer sur un school? C'est quoi ta strat là-dessus? Aujourd'hui, on renvoie vers Instagram parce qu'Instagram a remplacé notre, landing page, mais on renvoie aussi vers theecosystem.io qui est, notre page entre guillemets de l'incubateur, du portfolio, vous appelez ça comme vous voulez, où on va effectivement collecter des informations sur les personnes qui souhaiteraient, travailler avec nous pour voir si on est en OK. mesure de travailler avec elles, de les recontacter et de prendre un appel. Et donc on a, juste en gros la page d'un formulaire, c'est the-ecosystem.io qui est notre nom de domaine, nom d'entreprise et qu'est-ce que je veux dire? Et ma page Instagram, parce que c'est là où il y a le plus d'activité entre guillemets, devant tous les réseaux. OK, donc tu as mis en place, un filtre. Tu as pu, à un moment, je crois que c'était ça, tu peux directement réserver sur ton iClose, directement en C'est description. ça. C'est plus le cas? Tu as Ah filtré si, ça c'est parce le qu'il cas y avait maintenant, une tu grosse. peux toujours bah, effectivement, c'est si tu passes on a rajouté un Typeform pour ajouter des layers et filtrer encore plus, Yes. via effectivement le Typeform. Si tu vas sur tu peux aller maintenant voir, sur theecosystem.io, Mmh. on n'a plus directement de Typeform, on n'a plus directement de iClosed. Il faut passer par un Typeform avec plusieurs questions. Puis OK. effectivement, tu arrives sur le iClosed et là, tu as un deuxième filtre. Ça permet aussi pour nous d'avoir, bah, que des profils dont on est globalement sûr de pouvoir aider et ensuite en Mmh. appel, on voit. Ouais, ça, on est d'accord, c'est quand même quand tu arrives à un certain niveau de leads flow, Ah oui, oui, bien sûr. quotidien que c'est Ouais, c'est pour ça, intéressant parce de qu'on le avait mettre en place. beaucoup, beaucoup de leads et Mmh. on peut pas juste, accepter tout le monde, on peut pas bosser avec tout le monde non plus, donc voilà. Mmh. Et à partir de, une moyenne, hein, évidemment, mais à partir de combien de temps sur YouTube, tu as commencé à sentir une certaine traction? Ah OK, Mathis Clouet, ça Je commence à être dirais Mathis 1 an et Clouet. demi. 1 an et demi? Ouais, OK, 1 an et demi, c'est ouais. ah, c'est très cool. C'est très cool comme retour Ouais, parce que c'est quelque chose de super long, en fait, de super long. ouais, ouais, ouais. OK. Ah oui, non, mais c'est pour ça, faut aussi savoir prendre le temps, encore une fois, les gens attendent toujours de l'instantanéité, beaucoup Mmh. d'instantanéité. Il faut remettre encore une fois les choses dans leur contexte. Je comprends bien qu'il y a beaucoup de promesses sur internet et c'est bien, ça permet de tirer tout le monde vers le haut et de réduire, les délais dans lesquels il faut faire les choses impressionnantes et il faut augmenter les standards et cetera. Mais moi, j'ai mis 8 mois au début avant de faire mon premier euro en ligne lorsque je me suis lancé à 15 ans. J'ai mis 1 an avant de me remettre pour me remettre d'une, crise avec mes associés. J'ai mis 1 an et demi avant d'avoir de l'attraction sur YouTube. J'ai mis 10 vidéos avant d'avoir 300 abonnés et plus de 50 vues par vidéo et cetera et cetera et cetera. Les choses prennent Mmh. du temps et c'est OK. J'ai commencé jeune, ce qui du coup me paraît qu'aujourd'hui à 22 ans, les gens se disent: «Mais il a 22 ans, il fait machin 3 millions d'euros par an». Mais 22 ans, ça fait 7 ans que je fais ça Mmh. et tu sais quand tu es jeune, on compte souvent en années de chien. C'est, de tes 15 à 18 ans, tu as l'impression qu'il y a 7 ans qui passent par année. C'est quand tu es Mmh. jeune, le temps il passe tellement plus lentement. Parce qu'en proportion, 1 an sur 18 ans, ça va être, tu vois, ça va être 1/20, alors que 1 an sur 40 ans, ça va être, Ouais, 1/10. ouais, ouais, ouais. Je dis n'importe quoi, mais bon, tu as compris l'idée, quoi. Enfin voilà, Oui, c'est non, j'ai divisé. compris, j'ai compris. Voilà et donc en fait, voilà, c'est pareil, tranquille. Voilà, c'est juste que je voulais transmettre. Ouais, ça fait du bien d'entendre ce genre de message aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que moi j'ai pu ressentir et c'est des questions que je me pose, je serais curieux de savoir si toi, si tu te le poses. C'est de temps en temps, je me pose la question à quel point j'ai vraiment envie d'aller scaler à des gros chiffres et en tout cas, atteindre certains objectifs, à quel point j'ai envie de le faire intrinsèquement de par la personne que je suis ou à quel point je suis influencé par tout ce qui m'entoure aujourd'hui, donc le contenu que je vais consommer et cetera. Est-ce que tu te poses ce genre de questions ou est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au fond de ton cœur de: «Il faut que j'aille faire, X euros, être» même si c'est difficile à définir, être heureux et cetera?
Non, moi je trouve que c'est méga fun d'aller chercher 10 millions Mmh. d'euros par an, de monter des boîtes et tout. Je me pose pas trop la question et puis j'aime bien qu'on m'influence aussi. Mmh. Il y a pas de mal à être influencé, tu vois? Enfin, moi je considère ça. Je trouve qu'il faut juste être influencé par les bonnes personnes. Après, qu'est-ce que tu considères être les bonnes personnes? Moi, je trouve que des mecs qui dédient leur vie au travail, qui sont, super impliqués, dans ce qu'ils font et qui font des trucs impressionnants, j'ai envie de ressembler à ces mecs-là. Mmh. Et c'est peut-être que pour une phase de ma vie, peut-être qu'à 30 ans, je dirais: «Bon, bah, fuck it, je revends tout et j'ai envie de vivre tranquille en campagne». Mais pour Mmh. l'instant, j'ai envie de bosser à mort, quoi. OK. Donc c'est une phase de ta vie, Ouais. tu pas de et pour le moment, en tout cas dans la situation actuelle, tu te dis que cette phase, elle va durer toute ta vie? Ouais, en tout cas pour les 5 prochaines années, pas toute ma vie. Ouais. Mais, je pense les 5 prochaines années, ouais, facilement. OK. Pour rebondir avec ce qu'on disait au tout début du podcast, heu, tu es beaucoup dans l'infoproduit aujourd'hui. Est-ce que justement, tu as envie de découvrir un petit peu de nouvelles choses? Tu m'as parlé de trucs physiques, pas par ennui de ce que tu fais actuellement, mais pour aller chercher de nouveaux objectifs? En fait, moi, je trouve ça génial d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses et de devenir débutant à nouveau dans des nouvelles choses. Mmh. Et donc là, sur la boîte dans laquelle j'ai pris départ, qui est une boîte en physique, qui fait de l'industrialisation, qui crée des choses en physique, qui les envoie, qui les ship, qui fait des choses sur mesure, des scans, et cetera. Je suis complètement, débutant dans ce secteur-là. Alors, j'ai tout mon bagage marketing qui m'accompagne et donc je m'efforce de créer des nouvelles, stratégies pour ça. Mais en fait, tu apprends tellement à une vitesse que c'est juste incroyable. Et Mmh. je le fais aussi dans mon secteur avec TheEcosystem.io, en me challengeant sur des chiffres que j'ai jamais fait, genre 1 000 000 € par mois. Comment est-ce que tu fais 250 000 € par semaine, concrètement? Parce qu'en fait, c'est ça, 1 million d'euros par Mmh. mois. C'est 500 K toutes les 2 semaines, c'est 250 000 € par semaine. Donc comment est-ce que tu fais en sorte que tu as 250 000 € qui rentrent toutes les semaines dans ta boîte avec, un EBITDA qui soit positif, avec au moins 50 de profit, parce qu'1 million d'euros par mois, tu peux pas avoir 70 de profit, en tout cas, ça va être très compliqué. Hem Et donc c'est juste de continuer à apprendre des choses, se péter la gueule, remonter et c'est génial, en fait, tu deviens une personne qui est beaucoup plus forte. Et Mmh. moi, je vois à 22 ans, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai eu, beaucoup de problématiques, enfin, tu vois, c'est tout ce qui est dur nous rend plus forts et je suis une personne complètement différente du Mathis de 16 ans qui connaissait rien en entrepreneuriat et qui découvert le monde et aujourd'hui, j'ai une expérience, que je ressens beaucoup plus forte. Alors qu'est-ce que ça va être à 30 ans? Je me dis: Mmh. plus je peux faire des trucs à 22 ans et accumuler du background, générer des millions d'euros, avoir des galères, acheter des supercars, renvoyer machin, truc, des opérations, investissements, tu vois, voyager à travers le monde, c'est génial. Tu vois, c'est Mmh. insane parce qu'à 30 ans, ça veut dire qu'il y a quoi? À 30 ans, tu as 1/3 de ta vie. Mmh. Tu vois, il te reste encore, allez, 70 ans. Si tu bouffes bien, que tu es en forme, que tu fais pas le con avec, ta santé, normalement, il te reste 70 ans, Mmh. si tu es optimiste. Mais bon, vaut mieux être un délusionnel optimiste. C'est pareil, les gens, «Mais qu'est-ce qui se passe si ça marche pas?» Ouais, mais qu'est-ce qui se passe et si ça marche encore mieux que ce que tu pensais? Quitte à overthink, tu vois, autant overthink sur le délusionnel optimisme, tu vois? Ouais. Penser que tout se passera bien et encore mieux. Peut-être que Mmh. j'étais un peu déçu, mais si tu toujours optimiste, c'est pas grave et je pense qu'il y a que les curieux, les optimistes et les acharnés qui finissent par vraiment réussir. Ouais, c'est fondamentalement pas, tu te dis: «Il faut que j'y arrive pour devenir riche, il faut que j'y arrive pour, avoir, Ah tel si, supercar». si, quand même. Si? Attends, moi, il me Quand faut ma même? Bugatti, il me faut être riche et tout, OK. ah mais attends, Mais c'est un jeu, quoi. C'est mais c'est un pas jeu, c'est un jeu. Il y a des choses plus importantes, faire plaisir à ma famille, payer des voyages mmh. à mes parents. C'est extraordinaire. Avoir la sérénité de pouvoir se dire: «Demain, je change de pays, demain», tu vois? Avec ce qui s'est passé à Dubaï, j'ai fait le choix, Mmh. quelques Mmh. semaines et love de UAE. Les UAE, c'est ma maison d'adoption. Je suis là-bas depuis mes 17 ans. Je reviendrai là-bas, je parlerai toujours bien d'eux. Ils gèrent la crise extrêmement bien et je leur Mmh. dois énormément. Au vu de la situation et du côté anxiogène de la situation pour bosser, j'ai décidé de prendre quelques semaines de recul avant de revenir. C'est un Mmh. choix personnel. Bah, j'ai pu arriver à Marbella avec une maison qui est extraordinaire, un loyer qui coûte plus de 25 000 € par mois, ramener mes voitures. Ça, je peux le faire parce que c'est la liberté et je pense que l'argent, c'est ce qui permet d'avoir des options. Voilà, comme Mmh. dirait Tugan. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Tugan. Il a eu quel impact dans ta carrière? Je sais que c'est un peu une période Ah, c'est où mon ça t'a mentor réellement marketing. lancé? Avec Russell Brunson, c'est mon mentor marketing, donc je lui dois énormément, mais je lui serai toujours, je suis très loyal des personnes, qui m'ont aidé. Oussama Ammar m'a beaucoup aidé sur, la partie connexion. Il m'a conseillé très tôt de venir à Dubaï. Il m'a, beaucoup influencé là-dessus et je le remercie et ça a été une vraie, aide pour moi. Mmh. Tugan a été une autre aide, technique, expertise. Hem, J'étais le seul à être mineur à son bootcamp à l'époque, OK. qui se faisait dans la zone de Lyon et il a accepté, tu vois? Et après pareil, enfin,
Hormozy aussi aux US quand je suis arrivé, j'étais mineur là-bas, ils m'ont accepté aussi et toutes ces personnes-là, je leur dois beaucoup parce qu'en fait, ils m'ont donné aussi, ils m'ont tendu la main. Marvin récemment, m'a donné plein de conseils, il m'a conseillé, je lui dois aussi, beaucoup. Ouais. Hem et donc je pense qu'il faut savoir, accepter l'aide quand tu l'as et puis la transmettre après par la suite. Mmh. OK. La transmettre, ça passe par de l'accompagnement, ça passe par, des Ça vidéos passe par, YouTube? un DM Instagram que tu vas recevoir d'un jeune que tu vas aider. Ouais, Par des vidéos YouTube où tu vas transmettre beaucoup de valeur, par ouais. des opportunités que tu vas faire, par, de la générosité que tu vas avoir auprès d'un business ou auprès d'une personne que tu vas rencontrer, de la clémence, de l'indulgence, je sais pas. Heu, Mmh. je veux pas faire du virtue signaling, je pourrais et je dois m'améliorer dans plein d'autres, plein de domaines. Je suis très loin d'être celui qui transmet le plus ou qui aide le plus, Mmh. mais, je vais me travailler dessus et continuer à le faire. OK. Et comment toi t'es arrivé à «choisir» entre guillemets, des Tugan, aller voir Alex Hormozy? Je sais pas, de la Comment curiosité encore une fois, tu gagnes, c'était une ads, comme quoi. OK, Alex Hormozy, c'était une vidéo YouTube, comme quoi. Oussama, c'était un DM Instagram, comme quoi. Enfin, tu OK, vois, voilà. OK, donc ouais, pas de overthink, tu vas et tu te dis pas, Non. «Et si ça marche pas, si je dépense pas assez?» OK. C'est Ben toujours ça, les gens disent: «Et si ça marche pas?» Oui, mais et si ça marche et encore plus que ce que tu imaginais, qu'est-ce qui se passe? mmh. Tu vois? Ouais, bah, c'est ça. Bah, j c'est C'est un sûr que peu si tout marche pas, rien ne marche et puis là, enfin, on va tous mourir. ouais, bon, ce qu'on nous souhaite pas, enfin, ce que je te souhaite pas, quand même, mais à ceux qui nous écoutent. Bah, écoute, c'était super intéressant, on a parlé de plein de sujets différents. Si tu avais, un petit dernier conseil de fin, c'est comme ça que qu'on finit les podcasts, Mmh, apparemment. Un petit soyez dernier conseil de fin. un optimiste délusionnel. C'est parfait. Donc faites des vidéos YouTube. Faites des vidéos YouTube et concentrez-vous sur les inputs et pas sur les outputs. J'ai toujours été très fier de ce que je sortais sur YouTube, peu importe le résultat de la vidéo. Si j'ai donné tout ce que j'avais dans la vidéo, que j'ai donné énormément de valeur, qu'elle fasse 10 ou 5 000 vues, j'ai donné tout ce que j'avais. Le reste, ça appartient à l'algorithme. C'est pas Mmh. grave. Par contre, ça OK. m'est aussi arrivé de se supprimer des vidéos. La veille de partir à Las Vegas chez Hormozy, j'ai fait une vidéo à l'hôtel que j'ai pas trouvée exceptionnelle parce que je l'ai fait à la moitié, juste pour la faire. Je l'ai supprimée 24 heures après parce que je considérais qu'elle était vraiment pas bonne et que j'avais pas donné tout ce que j'avais. Mmh. C'est vrai que ça, c'est une bonne métrique, c'est simplement son propre jugement personnel. Est-ce qu'on a considéré qu'on a assez travaillé sur cette vidéo et que cette vidéo apporte assez de valeur? Il faut être brutalement honnête avec soi-même. Et ça, c'est un vrai conseil que je pourrais donner à tout le monde. Et comment enfin, ouais, non, c'est peut-être une question un petit peu Tu le bête. sais au fond de Comment, toi, en vrai. Si tu te ments pas à ouais, toi-même, tu le sais. ouais, ouais, 100%, 100%. Bah, écoute Mathis, merci beaucoup Merci à toi. pour cette, petite heure passée ensemble. Je te souhaite alors, la Bugatti, plein de montres, plein de belles choses et Ça, c'est du matériel, on s'en plein fout. plein Le d'autres reste, millions. ouais, le plus important, c'est la croissance, Yes. les expériences avec les équipes, les amis, les amours, la famille et tout ça, c'est et la santé évidemment. Voilà. Et les emmerdes de temps en temps, histoire de Et les faire emmerdes de référence à temps la en temps, chanson soit au française. nouvel an, là. Allez, Merci beaucoup Paul merci. pour l'invitation sur ta chaîne. Allez voir ce qu'il fait, c'est Ave très, très lourd ce que tu fais. avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi.